L'Europe, juste après la Première Guerre mondiale, c'est le chaos absolu. L'ordre du traité de Versailles, censé garantir la paix, il est en train de s'effondrer. Les sociétés sont traumatisées, les économies sont à genoux, et c'est de ces ruines que vont émerger des régimes d'un genre totalement inédit. Comment un pays entier peut-il soumettre complètement sa population? C'est la question glaçante qui s'impose dès les premières secondes de ce décryptage. Pas juste la diriger, mais contrôler ce que les gens font, ce qu'ils disent et même ce qu'ils pensent. C'est exactement ce que nous allons voir ensemble en plongeant dans la mécanique sombre du pouvoir absolu. Bon, alors comment on va procéder? On va faire ça en 6 étapes. D'abord, les visages de ces régimes. Ensuite, on verra la confiscation du pouvoir, le contrôle des esprits, l'utilisation de la violence, puis la marche inévitable vers la guerre, et enfin, l'écho que tout ça peut avoir dans notre monde moderne. Première partie, les visages du totalitarisme, 3 régimes, un seul but. Qui sont les acteurs principaux de notre histoire? On va braquer les projecteurs sur 3 pays, l'Italie, l'Allemagne et l'Union soviétique. Dans les années 30, des historiens, comme la célèbre Hannah Arendt, ont dû utiliser un tout nouveau mot pour décrire ce qui se passait, le totalitarisme. Pour faire simple, il faut oublier l'image de la dictature classique où un chef a juste le pouvoir. Là, c'est un système qui cherche le contrôle absolu sur l'État, oui, mais aussi sur chaque individu, jusque dans son intimité la plus stricte. Et c'est fascinant de comparer ces 3 modèles. En Italie, on a le fascisme avec Mussolini dès 1922, basé sur le nationalisme pur et le rêve de l'empire. En Allemagne, le nazisme avec Hitler en 1933, qui est profondément raciste et antisémite. Et en URSS, le stalinisme avec Staline à partir de 1924, qui promet une société communiste complètement égalitaire. Leurs idées de base n'ont rien à voir, mais leurs méthodes pour broyer la société, elles sont étrangement et tragiquement similaires. Deuxième partie. Confisquer le pouvoir, la fin des libertés. Et là, tout bascule. Comment ces hommes ont-ils réussi à mettre la main sur l'État et à sonner la fin des libertés? En fait, tout repose sur quelques piliers redoutables. D'abord, on supprime la concurrence. Un seul parti de masse est autorisé, le parti fasciste, le parti nazi ou le parti communiste. Ensuite, on suspend toutes les libertés fondamentales. Les syndicats, interdits. La presse, muselée. Le droit de grève, aboli. Et si quelqu'un a le malheur de s'y opposer, il est purement et simplement éliminé. Pensons au chef de l'opposition italienne Matteotti, assassiné par les fascistes en 1924. L'État n'accepte plus aucun rival. Mais attention, posséder l'État ne suffit pas. Il faut se faire adorer. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. La propagande va transformer ses dirigeants en figures presque divines. Mussolini devient le Duce, Hitler le Führer et Staline le père des peuples. Ils se présentent littéralement comme les sauveurs incontestables de leur nation. Troisième partie. Contrôler les esprits, forger l'homme nouveau. Parce que oui, avoir le pouvoir politique, c'est bien, mais pour ces régimes, ce n'est jamais assez. Pour s'assurer un contrôle éternel, il faut carrément s'attaquer au cerveau de la population. L'objectif, c'est de forger ce qu'ils appellent un homme nouveau. C'est un plan d'action implacable. Étape 1, endoctriner la jeunesse. Dès le plus jeune âge, les enfants sont embrigadés dans des organisations d'État. Étape 2, contrôler l'économie. Que ce soit par le réarmement massif en Allemagne ou la collectivisation forcée dans les kolkhozes en URSS. Et l'étape 3, censurer l'art et la culture. Tout ça pour être certain qu'aucune idée rebelle ne puisse jamais germer. Tout ça est rendu possible par une arme absolument redoutable, la propagande. L'information est complètement biaisée pour servir le pouvoir, en utilisant les outils high-tech de l'époque, comme la radio ou les immenses rassemblements de masse. Et ça illustre brillamment la folie des grandeurs du moment quand on sait que l'Allemagne a produit près de 1200 films, dont le fameux Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, uniquement pour manipuler les foules. C'est du lavage de cerveau à grande échelle. Quatrième partie, la violence comme outil, les exécutants. C'est là que ça devient inquiétant. Car quand la propagande ne suffit plus à convaincre, ces régimes déploient leur outil le plus glaçant, la violence d'État. Le truc, c'est que ces systèmes ont besoin d'ennemis pour exister. En Allemagne, en Italie, on cible des ennemis considérés comme raciaux, avec cette horrible hiérarchie qui place les populations juives tout en bas, mais on traque aussi les opposants politiques. En URSS, la violence frappe ce qu'on appelle les ennemis de classe, comme les paysans riches, les koulaks. La dékoulakisation ordonnée par Staline va d'ailleurs provoquer des famines et des millions de morts. Pour écraser la moindre résistance, même passive, une véritable infrastructure de la terreur est bâtie. Des polices politiques impitoyables voient le jour. La Gestapo et les SS en Allemagne, l'OVRA en Italie, le NKVD en URSS.
Des camps de concentration sont ouverts, comme celui de Dachau dès 1933, et le travail forcé est organisé dans l'enfer du goulag soviétique. L'horreur s'institutionnalise. En Allemagne, la haine monte crescendo. On passe des lois discriminatoires de Nuremberg en 1935 à une violence d'État totalement assumée au grand jour. En novembre 1938, lors de la tristement célèbre Nuit de cristal, ça éclate. On parle de destruction, de pillage massif de magasins et de 271 synagogues réduites en cendres en une seule nuit. De l'autre côté, en Union soviétique, entre 1936 et 1938, la violence se retourne carrément contre le propre camp de Staline. C'est l'époque des grandes purges et des fameux procès de Moscou. La paranoïa est totale. Staline élimine impitoyablement ses rivaux potentiels au sein même du Parti communiste. Et il va jusqu'à décapiter les hauts cadres de sa propre armée. 5e partie. La marche vers la guerre, l'Europe au bord du gouffre. Évidemment, cette violence inouïe, elle ne pouvait pas rester sagement contenue à l'intérieur de ses frontières. Cette agressivité a fini, inévitablement, par déborder pour menacer le monde entier. Le véritable laboratoire de cette explosion à venir, c'est la guerre d'Espagne. L'Italie et l'Allemagne y envoient une aide militaire massive pour soutenir le coup d'État du général Franco. On parle de plus de 92 000 soldats et des milliers d'avions. L'URSS, de son côté, aide les républicains. C'est la faillite totale de la Société des Nations. Un drame absolu pour les civils, d'ailleurs immortalisé par le tableau Guernica de Picasso. À partir de là, tout s'accélère. L'enchaînement est implacable. En 1935, l'Italie conquiert l'Éthiopie. En 1936, l'axe Rome-Berlin est formé. En 1938, Hitler annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. Et les démocraties occidentales, terrifiées à l'idée d'une nouvelle guerre, cèdent face à lui lors des accords de Munich. Le résultat ? Dès 1939, l'Allemagne envahit tranquillement la Tchécoslovaquie pour agrandir son fameux espace vital. Ce qui nous amène au 23 août 1939, une date qui marque un tournant d'un cynisme effrayant, le pacte germano-soviétique. Il faut s'imaginer la scène. Hitler et Staline, deux ennemis idéologiques mortels qui se serrent la main. C'est tout bonnement effarant. Ils promettent de ne pas s'attaquer, avec bien sûr une petite clause secrète pour se partager la Pologne en toute tranquillité. Le sort de l'Europe est scellé. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie lance l'offensive contre la Pologne. Cette fois, les démocraties ne reculent plus. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre. La Seconde Guerre mondiale commence. Et bientôt, les Britanniques, menés par Churchill, se retrouveront bien seuls à résister face à l'Axe. 6e et dernière partie. L'écho moderne, les leçons pour aujourd'hui. L'histoire ne se répète jamais exactement, c'est vrai, mais elle laisse derrière elle des plans redoutables. Alors, comment cette sombre architecture du passé résonne-t-elle dans notre 21e siècle ? Si on résume la recette de ces régimes, le manuel de destruction est finalement très limpide. 1. Détruire la vérité par une propagande de tous les instants. 2. Cultiver l'image d'un homme fort, un sauveur providentiel. 3. Réduire toute opposition au silence par l'intimidation et la peur. Et 4. Diviser systématiquement l'humanité en deux camps, nous contre eux. Ce qui nous amène à une réflexion finale. Aujourd'hui, avec nos outils ultra puissants de manipulation de masse, la vitesse folle des fausses informations et les algorithmes des réseaux sociaux, à quelle vitesse une société pourrait-elle, à nouveau, tomber dans le piège d'un pouvoir fort promettant un monde parfait à un homme nouveau ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.